Moi, je dis toujours, tant que les humains vont exister, le métier pourra jamais mourir. Bien sûr. On est déjà sur un métier qui s'appuie sur l'émotion. Ce que l'IA aura des difficultés, en fait, à transmettre. Déjà, la preuve, des personnes qui ne savent pas, qui nous suivent, le fait d'utiliser des photos générées par l'intelligence artificielle tue votre portée. Il y a un processus quand tu démarres sur une plateforme. Tu es obligé d'abord de faire du contenu basique qui parle à tout le monde, c'est-à-dire des personnes qui pratiquent ou qui consomment ce que tu fais de manière basique. Un peu comme toi, ce que tu as fait. Je veux dire, quand tu commences à nous parler de nos applications, de Yango, de Wave, ça c'est dans le quotidien. Du coup, tout ce flux de personnes qui arrivent là participe à faire monter ta portée et de faire monter tes vidéos. Et c'est ce public homogène là qui ne paye même pas souvent tes services, qui te permet de monter à certains niveaux pour que tes vidéos puissent arriver dans le fil d'actualité des gens qui payent maintenant. Donc, ceux qui disent non, que ça ne marche pas, les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Aujourd'hui, je reçois mon douillard, un grand frère que j'admire beaucoup. Et c'est vraiment un honneur pour moi de l'avoir sur mon podcast Tech à Tech. Je pense que vous le connaissez sûrement. Yannick Boka, sans plus attendre, je vais te laisser te présenter rapidement et on va rentrer dans le vif du sujet. Merci Alex. Ça fait un bon moment aussi qu'on ne s'est pas vu. Bravo déjà pour ce que tu fais sur TikTok. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, je connais un Ivoirien qui cartonne dessus. » Je dis « Ah ouais, je le connais aussi. Merci de me recevoir dans ton podcast. Ça fait quand même un bon moment que je n'ai pas pris de manière officielle comme ça la parole. Même sur TikTok, je suis un peu absent. Bon, pour la présentation, je suis Yannick Boka. Je suis formateur et consultant en social media marketing et en communication digitale. Je suis le fondateur du média en ligne sportif, le Popato Sportif. Et puis l'initiateur de la Social Media Home, qui est un creuset d'accompagnement, de partage d'expérience dans le domaine de la communication digitale qui est représenté dans 7 pays. Voilà. Wow. Déjà, on commence en lourdeur. Mais ça fait combien de temps que tu t'es adonné au digital? Ça fait combien de temps que tu exerces? Alors, on va dire depuis 2012-2013, le métier n'était pas encore en plein essor. Je pense qu'on était encore au biberon. Pendant que le métier explosait déjà en Europe, nous, on essayait de tâtonner un peu. On voyait les grands frères en parler. Et on se rendait compte que souvent, on faisait le métier, mais il n'y avait pas vraiment de nom qui correspondait en fait à ce qu'on faisait au quotidien. Donc, on va dire depuis 2012-2013 par là. Voilà. Wow. Et tu commences directement en tant que community manager? Non, déjà, j'ai un diplôme en lettres modernes. Je comprends maintenant le niveau d'écriture. Voilà, je finis ma licence en lettres modernes à l'université d'Abomey-Calavi. C'est vrai que j'avais déjà amorcé mon parcours universitaire à l'université de Bouaké à Abidjan, puisque nous étions les enfants de la crise. Ouais. Donc, après la première année ici, je pars à Cotonou, à l'université d'Abomey-Calavi, où j'obtiens ma licence en lettres modernes. Et quand je reviens à Abidjan, en pleine crise 2010-2011, pour accélérer en fait mon parcours, parce que j'avais tout de suite compris que je devais apporter quelque chose à mon parcours en lettres modernes pour insérer le tissu professionnel. Donc, en même temps que j'étais inscrit en cours du jour, en maîtrise de lettres modernes, à l'université de Bouaké, toujours à Abidjan, j'étais inscrit en même temps en master marketing et administration à Pigi, Côte d'Ivoire. Donc, je faisais les deux et pendant ce temps, j'ai appris l'infographie sur le tas. Je concevais des fêtes pas de funérailles au quartier parce que je me suis rendu compte que c'était une niche qui était abandonnée. Donc, de fil en aiguille, quand j'ai pratiqué vraiment le métier, on va dire, de community manager de manière très informelle sur le terrain parce que c'est quelque chose que j'aimais bien, la communication qui se fait en ligne. Donc, je me suis rendu compte que ça demandait des aptitudes en infographie, en analyse. Donc, c'est ce que j'effectuais sur le terrain sans être forcément payé. Et puis, après l'obtention de ma maîtrise et de mon master en marketing, j'ai commencé à travailler à plein temps, d'abord dans une imprimerie en tant qu'assistant commercial. Après ce poste d'assistant commercial,
assistant marketing chez un concessionnaire automobile, VO, véhicule d'occasion. Et après VO, j'ai fait un passage en agence à Sixième Sens où j'ai été concepteur-rédacteur. Ok. Et c'est suite à ça que j'ai réellement amorcé le véritable parcours dans le digital avec mon premier poste dans le groupe Jumia, précisément dans la joint venture Kaimou, qui était représenté, je crois, dans les mêmes pays que Jumia, parce que c'était un challenger qu'ils avaient créé en fait pour Jumia, pour pouvoir bouffer pas mal de parts de marché. Donc c'est là-bas que je commence véritablement mon parcours dans la communication digitale et le social media marketing. En tant que social media manager NPA, dont je m'occupais de tout ce qui était relations publiques en ligne, la e-réputation et en même temps le social media. Voilà. Wow, très beau parcours quand même, hein. C'est pas aujourd'hui que tu es dedans. Mais tu as parlé, tu as dit au début que tu faisais ça de manière informelle et après tu es entré dans le formel. Est-ce que aujourd'hui on peut considérer encore les métiers du net comme étant informels? Parce qu'on se rend compte que beaucoup de jeunes, après le bac, se disent qu'il y a, bon, après toutes les pubs qu'on voit sur Internet, ils se disent qu'il y a beaucoup d'argent à se faire sur Internet. Donc, sans se former, ils commencent. Est-ce que tu penses que c'est une bonne manière de directement se former soi-même ou il faut appartenir à une communauté ou bien suivre un cursus à l'université? D'accord. Après, tout le monde ne sort pas du lycée avec les mêmes chances. Ok. Vous avez des jeunes qui ont beaucoup plus de chances par rapport à d'autres parce que ils sont soit issus de familles aisées, d'autres ont des parents qui sont assez visionnaires, d'autres pas. Par contre, en fait, tu vois. Donc, je pense que se former sur le terrain, c'est aussi une alternative quand on ne peut pas ou quand peut-être le système ne nous permet pas de nous inscrire dans une filière numérique parce que à l'université, c'est vrai, il y a le C comme aujourd'hui, mais bon, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, oui, se former sur le terrain, appartenir à des communautés parce que ça accélère. On est au contact de personnes qui ont déjà pratiqué le métier, qui sont beaucoup plus factuelles dans les orientations qu'elles donnent. Et après, c'est toujours important d'avoir le diplôme. Et moi, j'ai une maîtrise en lettres modernes, mais bon, l'université, ça permet quand même d'ouvrir l'esprit. Une filière que tu fais est toujours importante. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui viennent des filières scientifiques, littéraires, qui sont juste dans le digital. Donc, c'est pas quelque chose d'informel aujourd'hui, puisque le métier est devenu beaucoup plus professionnel. Le métier a beaucoup évolué. Voilà. L'écosystème aussi a beaucoup évolué. Donc, on donne beaucoup plus d'importance aujourd'hui au métier de la communication digitale par rapport à il y a 10 ans ou il y a 20 ans, en fait. Ouais, ouais. Justement, quel est ton regard? Comment tu penses que ça a évolué quand tu commençais en 2012 jusqu'à aujourd'hui où il y a vraiment beaucoup d'acteurs? Quel est ton commentaire sur l'écosystème digital? Moi, je suis très content parce que nous, à notre époque, le métier n'était pas forcément respecté. Ok. Euh, Pourquoi? Parce qu'on travaillait avec un outil qui était utilisé de manière domestique et pour du divertissement, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Ok. Dieu merci, les fondateurs même de ces réseaux sociaux ont rendu leur plateforme beaucoup plus professionnelle et ont fait des mises à jour qui permettaient à des entreprises, à des entrepreneurs de pouvoir utiliser ces outils-là pour non seulement se faire connaître, se positionner dans l'esprit des gens et puis attirer des clients. Et je pense que ces mises à jour-là, au fil des années, qui ont commencé même à rendre le métier beaucoup plus professionnel parce que les gens se sont rendus compte au fil du temps qu'il fallait de la ressource humaine pour pouvoir gérer en fait cette partie de la communication. Donc je pense que ça a bien évolué au niveau mondial et même au niveau local. Les salaires sont beaucoup plus intéressants au niveau de la plupart des métiers. Après, chacun se base sur le terrain. Il faut savoir euh, s'approcher des bonnes personnes. Il faut savoir écouter. Et puis aussi, il faut se former parce que ce n'est pas les formations qui manquent aujourd'hui sur le marché. Ce n'est pas les anciens qui manquent. Ce n'est pas les conseils qui manquent, contrairement à 10 ans où on n'avait pas vraiment d'expérience au niveau local, en fait. Voilà. Ouais. Mais je pense aussi que beaucoup de personnes se lancent sur le digital parce que on connaît la belle vie que qu'on nous promet, hein. Voilà, le trading, l'e-commerce, tout ça. Lorsqu'on voit beaucoup de publicités ou bien beaucoup de publications de jeunes qui ont réussi à travers le digital,
je pense que ça motive aussi une certaine partie de la population à vouloir se lancer. Qu'est-ce que tu penses de... Bon, tu sais, il y a plusieurs raisons qui nous amènent aujourd'hui au digital. Hmm. D'autres arrivent parce qu'ils ont faim, Ouais. et la faim dans le sens propre, dans le sens figuré. Donc, dans le sens figuré, des personnes viennent par nécessité. Mhm. D'autres viennent également par passion parce que c'est vraiment quelque chose qu'elles aiment. Après, il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Ok. Du coup, beaucoup de personnes se font avoir et au fil du temps, elles arrivent en fait à mieux comprendre les raisons fondamentales pour lesquelles elles sont dans ce métier. Elles commencent à comprendre que c'est pas forcément l'Eldorado que certaines personnes leur ont vendu. Hmm. Et puis bon, au fur et à mesure, chacun arrive à tirer son épingle du jeu, quoi. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, en tant qu'expert assez expérimenté, quel est le processus, quel est le process pour un jeune qui veut se lancer avec l'IA aussi qui est partout? Selon toi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer en 2025 dans la création de contenu neurodigital? Alors, faut déjà qu'on fasse un peu la part des choses. Ok, Parce que aujourd'hui, on ramasse tout et on met dans le pot du mot digital, en ok. fait. Parce que dans le digital, il y a beaucoup de métiers, Mhm, il y a beaucoup d'expertise. mhm, Donc, je pense que la première chose pour un jeune qui arrive, pour moi, hein, c'est vraiment d'observer, de regarder et de voir quel est le métier ou l'activité qui colle avec ses principes, mhm, qui colle avec ses aptitudes. mhm, Et de se poser la question de savoir, je rentre dans le digital, pourquoi? Est-ce que je rentre pour me faire de l'argent? Parce qu'il y en a d'autres qui viennent pour ça. On est, on est quand même dans nos pays où c'est quand même un peu chaud. c'est sûr. Est-ce que je rentre pour me faire de l'argent? Est-ce que je rentre pour bâtir une carrière? Est-ce que je rentre pour utiliser en fait cet outil-là qui sera un support pour moi dans le développement en fait de mes compétences ou de ma carrière? Parce que quelqu'un qui fait du droit aujourd'hui peut s'intéresser au digital Mhm, mhm, parce qu'il va partir du principe que c'est un outil assez intéressant pour lui dans le développement de sa carrière, dans le développement du business qu'il veut lancer plus tard. Valable également pour quelqu'un qui fait de la logistique, qui peut se dire non, moi je vais m'intéresser à tout ce qui est digital parce que je crois qu'il y a des outils mhm, et il y a des compétences dans la famille du digital qui peut m'intéresser. mhm, L'autre jeune également qui finit le bac peut se dire, moi, je vais avoir de l'argent parce que c'est chaud sur moi, je suis à l'université, j'ai besoin de développer certaines compétences pour rentabiliser un peu de côté. Donc ça aussi, ça peut être un objectif. Donc en fonction de l'objectif, mhm. en fonction des aptitudes, on essaie de faire un match avec la personne qu'on est. Ok. Une fois que ce choix est fait, ben, il faut déjà dans un premier temps se former. Moi, je pense que c'est la première. Aujourd'hui, comme je te le disais, ce ne sont pas les formations qui manquent sur le marché en ce moment. Deuxième chose, pour moi, qui est très, très important, c'est de rejoindre une communauté. Je le dis toujours Ok. parce que j'aurais été à la place de ces jeunes aujourd'hui, je ne saurais pas vraiment quoi faire parce qu'il y a une multitude de personnes qui donnent des Mhm. conseils, il y a une multitude d'offres de formation et d'accompagnement. Donc, c'est important de se rapprocher d'un aîné ou d'une communauté de métiers pour que ces personnes puissent au moins t'orienter, te montrer la bonne voie à suivre, en fait. Voilà. Ok. Wow, super. Je pense qu'on va revenir aussi sur un point qui est assez intéressant dans le digital, qui est la création de contenu. OK. Parce que dans ton parcours, tu as parlé beaucoup de tes postes, mais je n'ai pas demandé ou bien je n'ai pas entendu la date à laquelle ou bien l'année à laquelle tu as commencé même à te lancer sur les réseaux. OK. Et d'où est venu ce besoin en fait? À quel moment tu t'es dit, OK, parce qu'il y a beaucoup de professionnels du digital qui ne sont pas sur les réseaux, hein. Tout à fait. Alors, ils sont en entreprise, ils font, voilà, ils aident les gens, mais eux-mêmes, ils n'appliquent pas ces compétences-là. Donc, à quel moment tu t'es dit, OK, je pense que me lancer sur les réseaux pourrait m'aider dans mon business ou bien dans ma carrière? D'accord. Je pense que le fait que je sois présent sur les réseaux sociaux aujourd'hui de manière très active, c'est parti d'une frustration. OK. Cette frustration selon laquelle les gens de la communication digitale n'étaient pas compétents. OK. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de charlatans qui se faisaient passer pour des community managers, qui se faisaient passer pour des médias buyers et qui abusaient en fait de la confiance ou de la naïveté en fait de certaines personnes. Donc, les prestations n'étaient pas bien faites, ils prenaient de l'argent des personnes et derrière,
le boulot n'était pas bien accompli. Donc, il y avait un peu de foutou, en fait, dans l'écosystème. Je me suis dit, s'il y a ce foutou dans l'écosystème, c'est parce que nous, les professionnels, on a laissé la place à des gens qui ne sont pas du métier et qui n'ont jamais pratiqué le métier sous l'effet de la contrainte, de la pression, qui n'ont jamais géré de budget, qui ne savent même pas ce que c'est ce métier-là. Et c'est parce que nous avons laissé la place à ces personnes-là que ces personnes ont pris la parole. Si nous-mêmes aujourd'hui, nous ne prenons pas suffisamment la parole, s'il n'y a pas une personne qui commence à parler, il ne va pas motiver d'autres personnes à parler. Donc, c'est parti de là. Et je me suis dit, commence déjà en fait à orienter les gens. Et ce que j'ai commencé à faire, c'était pour moi dans le futur, aider l'ensemble des professionnels à avoir de très bons interlocuteurs. Parce que quand le client lambda ne comprend pas les défis, les enjeux, les techniques qu'on utilise, quand il ne comprend pas comment ça se passe, quand tu lui proposes quelque chose, il a tendance à penser que soit c'est de la magie, soit c'est du mensonge, ou soit c'est de l'arnaque. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et aujourd'hui, je pense que c'est quand même porteur. J'ai des jeunes cadets qui continuent l'évangélisation et la sensibilisation. Tu as des clients aujourd'hui, des gens de l'écosystème qui sont beaucoup plus avertis. Maintenant, le revers de la médaille, c'est qu'aujourd'hui, c'est dans le recrutement, on a des entrepreneurs qui sont beaucoup plus avertis que des jeunes en face. Okay. Du coup, tu entendras d'autres te dire, c'est compliqué de trouver des community managers. Pas parce que c'est compliqué de trouver, mais sauf que la personne en face est beaucoup plus outillée. La preuve aujourd'hui, toi, tu n'es pas forcément quelqu'un de la communication digitale. Mais si tu dois recruter un social media manager, tu t'attendras à plus, puisque toi-même déjà, en fait, tu es déjà bien averti sur le sujet. Voilà. Donc, ça signifie que, au fait, tu as éduqué tout le monde. En tant que tu as éduqué les cadets, les entrepreneurs aussi ont compris. Et je pense que ça a été vraiment une mission assez intéressante parce que si tu ne communiques pas pour que les entrepreneurs ou bien les recruteurs comprennent un peu c'est quoi le métier, ils ne vont pas forcément donner la valeur qu'il faut. Ils vont penser que c'est de la magie, comme tu as dit. Aujourd'hui, j'ai un community manager, il va vendre pour moi sur les réseaux. Alors que, bon, si on veut vraiment définir un community manager, je vais donner une définition complète, mais je pense que l'objectif premier, c'est de pouvoir communiquer les valeurs d'entreprise. Voilà, c'est pas sa mission. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu es community manager, en même temps, tu es media buyer, en même temps, tu gères site WordPress, tu es obligé de tout faire. Tu es obligé de tout faire. Mais moi, quand je commençais, j'ai fait un peu de community management, mais j'ai pas vu que j'étais très bon là-dedans. C'est parce qu'on se cherchait. Tout à fait. Tu penses quoi? Tu penses vraiment que quelqu'un peut avoir toutes ces compétences-là en même temps, de manière experte, de manière bien profonde, ou bien c'est juste des gens qui essaient de surfer? Je pense que dans le parcours de quelqu'un qui veut travailler dans la communication digitale ou dans le marketing digital, ou même dans tout autre domaine d'activité, les 3 premières années demeurent une phase dans laquelle il faut maîtriser le parcours le parcours de la chaîne de travail. Parce que tu es amené à être demain un manager. Et en tant que manager, tu dois évaluer des prestataires. Tu dois évaluer une équipe. Mais tu les évalues sur quelle base? Si toi-même, dans tes débuts, tu n'as jamais participé activement à la chaîne de travail. Donc, on va prendre un exemple qui est assez simple. Il y a un projet digital qu'on doit lancer. Peut-être le site web d'un espace. Ça part du principe qu'il faut identifier les bons développeurs, les bons prestataires. Même si tu réussis à les identifier, il faut savoir les évaluer. Le community manager, il faut savoir sur quelle base il lance sa stratégie. Si tu dois identifier des influenceurs, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'ils font de bien. On doit faire des vidéos. Est-ce que tu penses que la vidéo est bien montée ou pas? Donc, pour moi, c'est normal que dans les 3 premières années, on puisse passer un peu par ce moule-là, en fait. Où on se dit, il faut que je touche à tout. Deuxième raison, parce que quand on commence les 3 premières années, on ne sait pas vraiment dans laquelle des spécialités on peut se plaire, en fait. Parce que quand tu commences, tu fais de la rédaction, tu fais du montage vidéo, tu fais de la publication, tu fais de la modération, tu touches un peu à tout, comme tu l'as dit, à tout ce qui est mise à jour de sites web. Et à partir de la 4e année, tu peux te dire, vraiment, au final, je me sens bien dans la rédaction. Je me sens bien, par exemple, dans tout ce qui est relations clients,
en ligne, tout ce qui est modération, échanger avec les clients. Et à partir de la 4e année, tu te dis, bon, je pense que je vais affiner beaucoup plus mon profil vers cette spécialité-là. Et en fonction de ça, tu choisis beaucoup plus avec minutie tes gombos, les personnes que tu dois rencontrer, les événements auxquels tu dois participer. Ouais. Ok, wow, super. Et aujourd'hui, je me suis rappelé que la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a contacté, une startup qui m'a contacté pour dire qu'ils ont monté une application pour remplacer le community manager. C'était vraiment basé sur l'intelligence artificielle, hein. Parce que pour eux, pour cette startup-là, un community manager fait que publier. Bon, il rédige, ou bien peut-être il étudie l'entreprise, tout ça. Donc, dans cette intelligence artificielle, il y avait un aspect où tu pouvais rentrer une base de données de tous les services de l'entreprise, c'est-à-dire ses prix, ses prestations, tout ça. Et à partir de ça, avec un agent IA ou bien une intelligence, il arrive à proposer un plan éditorial, un calendrier éditorial. Donc, il fait ta publication, il génère les images, il publie sur tous tes canaux, il répond aux commentaires. Est-ce que c'est ça le travail d'un community? Est-ce que les community vont se sentir menacés par ça? Ou bien il y a un autre aspect qu'on oublie? D'accord. Moi, je dis toujours, tant que les humains vont exister, Si, le métier ne pourra jamais mourir. bien sûr. Parce qu'on est déjà sur un métier qui s'appuie sur de l'émotion. Ce que l'IA aura des difficultés en fait à transmettre. Déjà, la preuve, pour des personnes qui ne savent pas, qui nous suivent, le fait d'utiliser des photos générées par l'intelligence artificielle tue votre portée. Ok. Donc déjà, on commence bien déjà. Et si c'est une IA de Facebook? Pardon? Et si, genre, c'est l'IA de Facebook? Mais même l'IA de Facebook, moi, j'ai commencé à la tester pour générer des campagnes Facebook. Ok. Parce qu'après, ce qui est très bien, ça, c'est la parenthèse qu'on est en train d'ouvrir, n'oublie pas de la fermer. L'avantage avec l'IA de Facebook, c'est que tu lui donnes toutes les informations sur une campagne et il va te générer, en fait, le type de visuel qui peuvent capter l'attention et puis retenir les gens. Donc, ce qui est bien parce que toi, ça peut te permettre d'orienter ton graphisme pour dire que, bon, voici l'approche créative que Facebook m'a conseillé. Donc, appuie-toi sur ça, peut-être pour générer de l'intelligence, une image générée par l'intelligence artificielle, mais en termes d'approche créative du visuel. Donc, ça, je pense que c'est déjà pas mal. Mais même là encore, avec des tests, on se rend compte que ce n'est pas forcément évident. Je vais revenir à la question que tu posais. Le poste de chargé de communication digitale, moi aujourd'hui, c'est comme ça que je préfère l'intituler parce qu'en tant que social media manager, on n'est plus limité aux réseaux sociaux. Dans la définition même de ce de quoi on a hérité des Occidentaux, le community manager et le social media manager sont limités aux réseaux sociaux. Donc, comme le nom l'indique, social media manager. Mais aujourd'hui, le métier ou le poste tend beaucoup plus sur le titre de chargé de communication digitale parce qu'on parle du principe que tu dois t'approprier tout support digital pour permettre à l'entreprise de se faire connaître, de rester dans l'esprit des gens, de les attirer et puis de les aider dans l'approche commerciale. Le social media manager ou le community manager travaille sur 4 objectifs. Et l'IA est un allié, mais lui seul ne peut pas tout faire. Pourquoi? Parce que on a besoin d'abord, on travaille sur 4 objectifs. L'objectif de notoriété, donc comment se faire connaître. L'objectif de positionnement, donc comment aider la marque ou le produit à être identifié rapidement dans les résultats de recherche et puis rester dans l'esprit des gens. L'objectif d'engagement, donc comment générer de l'engagement et de la conversation au cours de la marque. Et on a l'objectif de conversion, donc comme je t'ai dit, on n'est pas ces personnes-là qui vont aider la marque à vendre, mais on est un peu le premier rideau qui permet de ramener des personnes dans un tunnel. Donc l'IA ne peut pas tout faire. Tel que expliqué comme ça, tu donnes toutes les informations à l'IA, mais elle ne peut pas. Et sachant qu'il y a beaucoup de facteurs externes dont dépendent nos communications aujourd'hui. Les buzz, les actualités. Donc, si le social media manager n'est pas imprégné de tout ça, il ne peut pas bien faire le travail. À plus forte raison, l'IA, qui est quelqu'un qu'on ne voit pas, certes, qui a la possibilité en fait de nous aider, surtout ce qui est très intéressant avec l'IA, on peut l'utiliser pour
faire de la veille. Mhm. Parce que comme tu le sais, il y a quelques années avec Google, Google ne nous donnait pas forcément les bonnes informations qu'on recherchait en termes de veille. Aujourd'hui, vu qu'on peut effectuer des recherches avec l'IA, il peut nous permettre de passer en revue des campagnes, des actualités sur le digital qui nous échappent avec Google parce que tout le monde ne maîtrise pas en fait les petits hacks qu'il faut taper sur Google pour avoir les bonnes informations. Donc, en termes de veille, en termes d'analyse prédictive de nos statistiques, ce que beaucoup de personnes n'utilisent pas avec l'IA, du coup, l'IA aujourd'hui est un allié, mais l'IA ne peut pas remplacer en fait euh, le community manager que moi j'aime appeler aujourd'hui le chargé de communication digitale. Voilà. Ok. Donc cette startup-là c'est cette startup-là qui va mourir alors. Après, après, je pense que comme nous, les professionnels, on ne prend pas suffisamment la parole sur le sujet, ça donne l'impression à certaines personnes, surtout les entrepreneurs, que la personne qui fait le métier est là pour faire des choses qui sont assez basiques. On a aussi notre part de responsabilité parce qu'en face, on n'arrive pas à expliquer réellement notre impact dans une activité commerciale. Okay. Du coup, moi qui ne sais rien de ton métier, quand tu ne m'expliques pas de manière factuelle ce que tu m'apportes en dehors de publier des posts, c'est normal qu'au bout d'un moment, je puisse considérer ton métier comme juste quelqu'un qui ne m'apporte pas vraiment grand-chose, mais qui vient juste me remplacer, publier des posts. En fait, voilà. Tu as parlé aussi d'un aspect qui me parle au niveau des buzz, c'est-à-dire un community manager. Et ça, moi, je pense que c'était un peu mon défaut. Bon, j'arrive à bien le faire maintenant sur TikTok, mais autant sur Facebook, je n'arrivais pas forcément à convertir un buzz pour parler des marques que j'arrivais à gérer. Et ça, je pense que c'est une compétence dont on parle pas assez, mais c'est très, très bénéfique pour un community manager aujourd'hui. Hein. C'est très important et ça rentre dans l'objectif de positionnement. Ouais. Parce que comme je te l'ai dit, dans l'objectif de positionnement, tu as d'abord cette capacité à permettre aux internautes de rapidement identifier la marque ou le produit dans les résultats de recherche. Deuxièmement, il y a aussi cette capacité-là à faire parler la marque quand il le faut. Et cette manière de faire parler la marque quand il le faut, elle doit se faire en respectant les guidelines des entreprises, de respecter leur charte. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a une actualité, un buzz dont tout le monde en parle, que forcément la marque doit rebondir de manière crue sur l'actualité. Il faut trouver la bonne approche pour pouvoir en fait rebondir pour que ce poste que nous sommes en train de faire ait un lien qui se rapproche plus ou moins à l'activité que nous faisons. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est une compétence aujourd'hui qu'on demande on va dire quoi, dans le sac du chargé de communication digitale en fait. Voilà. Wow. Est-ce que c'est difficile de percer sur Facebook? Ça devient de plus en plus difficile pour ma part parce que au fur et à mesure qu'on avance, Facebook est obligé de se corser. C'est la plateforme qui a subi le plus d'abus pour moi parce que au fur et à mesure, les gens ont trouvé des stratagèmes en fait pour pouvoir contourner l'algorithme. Au fur et à mesure qu'on essaie de contourner l'algorithme, j'aurais dit malheureusement, lui, il essaie de se renforcer pour se protéger puisque c'est leur gagne-pain. Donc, ils ne peuvent pas s'amuser avec. Mais je me dis, ça, je pense que je te disais en off, l'énergie, les efforts qu'on fait sur une plateforme donnent toujours des résultats. À moins qu'on fasse des efforts dans le vide. Sinon, quand ce sont des efforts structurés et qu'on analyse nos performances, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas marcher. Parce que tu ne peux pas faire des efforts sans analyser ce que tu fais. Donc, plus tu analyses, plus tu fais des efforts, mieux ça marche en fait. Voilà. Ok, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quel est le profil des gens sur Facebook? Parce que comment je me lançais sur TikTok, c'est quand j'étais au Nigeria, tu sais, TikTok est vraiment bizarre. Quand tu voyages dans un pays, je ne sais pas si c'est encore, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas voyagé, quand tu voyages dans un pays, ton fil d'actualité, ton pour toi est adapté en fait au pays. Tu vois, dès que j'ai mis les pieds au Nigeria, j'ai ouvert TikTok, je vois les créateurs de contenu tech du Nigeria et vraiment, ils m'ont beaucoup inspiré. Donc, moi, je me demandais avant, bon, pour mon expérience et puis le type de client en tant qu'entrepreneur que je veux avoir, ce serait beaucoup plus avantageux pour moi de me lancer sur LinkedIn.
c'est vraiment LinkedIn. Parce qu'on se disait, Facebook, non, Facebook, il n'y a personne là-bas. Facebook, je te jure que moi, j'offrais des services en développement web, développement d'applications, mais j'avais jamais lancé de publicité Facebook pour mon service. La première fois que j'ai lancé, c'était en 2023. Ok. Alors que je connais Facebook un peu quand même depuis, parce que je me disais il y avait pas ce profil-là là-bas. Mais quand j'ai lancé, et j'ai eu des clients, j'ai eu une dizaine de clients, j'ai dit, ah, donc vous êtes ici. Vous êtes ici. Donc aujourd'hui, et après, c'est un peu ce que les gens pensent de TikTok, hein. Les gens pensent que TikTok, c'est juste les enfants, tout et tout. Je peux vous assurer qu'après 7 mois sur TikTok, il y a vraiment des professionnels, il y a vraiment des gérants d'entreprise. Et tu verras pas leur profil comme sur LinkedIn. Tu sauras pas. C'est pratiquement des comptes anonymes, en fait. Ils n'ont même pas de photo de profil. Ils ont juste un nom dont tu ne sauras pas. Mais ils te regardent. Parce que la qualité des personnes qui m'ont écrit sur TikTok, je me suis dit, waouh, c'est pas un réseau de gamins comme on le pense. Oui, Donc, aujourd'hui, quel est pour toi le type de personnes qui sont sur Facebook en Côte d'Ivoire? je vais, je- pour répondre, je vais revenir sur ce que le grand frère Vincent Cadio disait. Ok. Qui disait que, quand, je pense, je vais paraphraser en fait ce qu'il disait. Il disait, les gens pensent que les chefs d'entreprise, on peut les retrouver sur LinkedIn et pas sur Facebook ou sur TikTok. Mais ils oublient que les chefs d'entreprise, ce sont des hommes comme nous, Bien sûr. qui aiment aussi naturellement s'informer, qui aiment également savoir quel est le béret en fait qui est là, C'est tu pas vois. des robots. Donc, moi, je pense que les profils sont partout. Ce sont les Bien mêmes sûr, personnes bien sûr. qui sont pratiquement sur les profils aujourd'hui. On a un public qui est très homogène. Après, tout va dépendre de comment tu arrives à te faire connaître. Mm. Parce qu'il y a un processus quand tu démarres sur une plateforme. Tu es obligé d'abord de faire du contenu basique Mhm. qui parle à tout le monde, c'est-à-dire des personnes qui pratiquent ou qui consomment ce que tu fais de manière basique. Un peu comme toi, ce que tu as fait. Je veux dire, quand tu commences à nous parler de nos applications, de Yango, de Wave, Mm. ça, c'est dans le Le quotidien. quotidien. Du C'est sûr. coup, tout ce flux de personnes qui arrivent là participe à faire monter ta portée et de faire monter tes vidéos. Et c'est ce public homogène là qui ne paye même pas souvent tes services, Mhm. qui te permet de monter à un certain niveau pour que tes vidéos puissent arriver Exact. dans le fil d'actualité des Des gens qui décideurs. payent maintenant. Donc aujourd'hui, moi je Wow. me dis, ceux qui disent non, que ça ne marche pas, après, les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Mm. Là, j'ai écrit un dernier livre pour faire comprendre aux gens en fait que ceux qui savent comment les recherches sur les réseaux sociaux fonctionnent, c'est eux qui ont trouvé la bonne solution. Mhm. Parce qu'ils ne produisent pas du contenu pour produire, ils produisent du contenu pour que le contenu figure dans le fil d'actualité des gens. Et on sait aujourd'hui de manière simple comment ça fonctionne. Mhm. On sait qu'aujourd'hui, l'algorithme, c'est un peu comme un chien que toi-même tu dresses. Donc, si tu n'arrives pas à bien le dresser, il faut aider les gens à te retrouver. Voilà. Bien sûr. Maintenant, moi, la question aussi que j'ai envie de me poser, c'est actuellement la stratégie de TikTok sur le marché, en tout cas sur plusieurs marchés, c'est la viralité. On sait qu'aujourd'hui, les contenus organiques sur TikTok, ça peut prendre beaucoup plus facilement que sur Facebook. Tu me diras si je me trompe, hein. Ah non, c'est ça. Voilà. Mais est-ce que le nombre d'abonnés, est-ce que quelqu'un qui a peut-être 100 000 abonnés et quelqu'un qui a peut-être 10 000 abonnés, sur peu importe le type de réseau, hein, est-ce que tu penses que sur la durée, ils ont la même chance de pouvoir dénicher des clients? Oui, dans la mesure où celui qui a 10 000 abonnés, comme je te le disais tout à l'heure, il ne publie pas forcément pour avoir un grand nombre de vues. Il publie pour que son contenu ait des chances d'atterrir dans le fil d'actualité des personnes qui l'intéressent. Ok. Donc, quand on est 100 000 abonnés ou 10 000 abonnés, on a la même chance, surtout sur TikTok. Mhm, mhm. Sauf qu'il faut savoir ce pourquoi on est en train de travailler. Tu as des personnes qui ont 100 000 abonnés, qui font des millions de vues, mais qui ne rentabilisent même pas. Bien sûr. Donc, il faut savoir déjà comment j'arrive à rentabiliser. Il faut savoir pourquoi je suis en train de publier. Et il faut savoir ce que je suis en train de publier. Voilà. Waouh. La création de contenu, c'est pas évident, hein. Non, c'est pas La dernière fois, je parlais de ton post en off.
c'est une charge, c'est une vraie charge mentale. Mais est-ce que cette charge mentale est vraiment bien récompensée en Côte d'Ivoire? Je dirais oui. Ok. Je- Donc on oublie un peu la charge mentale. Non, la charge mentale, elle est là. Je dis, en plus de d'autres charges, en fait, qui rentrent en ligne de compte de la vie du créateur de contenu, il y a d'autres difficultés qui sont là. Mhm. Mais il faut savoir faire la part des choses. Il y a un moment donné où, certes, il faut savoir lâcher prise, mais il y a un moment donné où on doit commencer à travailler de manière très intelligente. Mhm. À partir du moment où on arrive à cerner plus ou moins le fonctionnement d'une plateforme, il faut aussi savoir commencer à l'utiliser de manière très intelligente. Soit anticiper, soit reprendre, soit travailler sur les délais de diffusion. Parce que, comme tu le sais, au départ, c'est important de carburer, mais après, on n'est pas forcément Bien obligé de sûr. carburer. Moi, ça fait près de 12 mois que je ne suis pas sur TikTok, mais mes vidéos tournent en boucle. Ça me ramène quand même des personnes qui sont intéressées par ce que je fais. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir travailler de manière très intelligente. Le départ est assez stressant, mais il faut se dire aussi qu'il y a des objectifs qu'on doit atteindre. Il y a des moments où on doit mettre peut-être une pause. Si on avait l'habitude de diffuser 10 vidéos, moi, peut-être aller peut-être sur 7 ou peut-être sur 5 en fonction des périodes dans lesquelles on est beaucoup sollicité. Parce qu'il y a des périodes aussi dans lesquelles on n'a pas forcément besoin de clients parce qu'on est vraiment occupé. Mhm. Et souvent, on minimise le travail même des clients et on est beaucoup plus focus sur la création de contenu. Ouais. Pour la petite anecdote, quand c'est comme ça, le client dit, toi, tu n'as pas encore fini mon travail. Et puis, on te voit sur les réseaux sociaux, en fait. Voilà. Moi, je pense que la création de contenu, les gens mangent dedans, Mhm. tu vois. Maintenant, quand tu trouves quelqu'un qui dit que ah, moi, je crée du contenu, mais je ne mange pas, mais ça dépend de comment tu as procédé. Mhm. C'est important d'aller vers des gens qui ont réussi à monétiser en fait Mhm. leur création de contenu. Aller demander des conseils, mais ne pas rester dans son coin Ouais. et puis de dire que ah, mais moi, c'est la même chose que je fais et personne ne me voit. Le problème, c'est que tout le monde te voit, mais les décideurs ne te connaissent pas. Je te connais Il y a pas. une différence entre les Ouais, deux. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est vraiment un aspect philosophique de la création de contenu parce que euh, ton exemple est tellement bien pris. Apparaît dans le fil de l'actualité de ceux qui ne vont pas forcément payer directement pour pouvoir, pour que grâce à eux, les interactions et les engagements, tu puisses apparaître dans d'autres types Tout à fait. voilà, de fils d'actualité. Et quand tu n'as pas la possibilité d'apparaître dans le fil d'actualité des décideurs, autant aller vers eux. Ouais, pour montrer ce que tu fais. Autant C'est aller vrai. vers eux. Voilà. Moi, je dis pour la petite anecdote, pour des personnes qui ne savent pas, qui nous suivent, je suis également créateur de contenu cinéma. Ok. Mais la, la bonne démarche en tant que créateur de contenu, mais c'est d'aller vers des personnes avec qui tu peux signer des contrats, au moins pour te présenter. Mm. Pour la petite anecdote, je me suis déplacé pour aller vers Majestic. Mm. Je suis allé les rencontrer pour leur présenter mon blog de cinéma. Mais quand je suis arrivé, la majeure partie d'entre eux me connaissaient déjà. Justement. Tu vois? Ouais, Donc, ils ne venaient pas vers toi. mais Ok. c'est important d'aller vers les personnes avec qui tu veux collaborer. Parce que eux, ils ont déjà le portefeuille. Hein. Mhm. Si toi, tu ne viens pas, on peut ne pas te prendre. Ils Ouais. sont libres, en fait, tu vois. Ouais, ouais. Mais le fait de se déplacer pour aller présenter ce que tu fais, juste te présenter, ça change quelque Ça chose. change. C'est vrai. Mais ça sert à rien de rester dans ton coin pour dire que, ah, mais c'est toujours les mêmes personnes qu'on choisit. Mais, ah, mais Mais on te voit. on ne te voit En pas. fait, C'est ça. c'est tellement vrai parce que récemment, j'ai vécu une expérience similaire. Tu peux te dire, bon, ok, comme j'ai 20 millions de vues, tout ça, forcément, tout le monde me connaît. Mais les décideurs, comme tu as dit, ils ont leur portefeuille. Hein. Eux, ils arrivent à manger sans toi, en fait, tu vois. Donc, tu n'es pas forcément une priorité. Mais en allant vers eux, tu fais au moins un peu preuve Tout à fait, d'humilité, tout à fait. de respect pour montrer que voilà ce que je fais. Et puis, tu peux souvent penser que, parce que tu as 10 millions de vues, tout le monde te voit, mais il y a des gens qui t'ont jamais vu. Les Hein. personnes Il y a des décideurs qui ne te connaissent pas. connaissent pas. Et souvent, tu le prends personnellement. Personnellement, Tu dis, ah, voilà. mais c'est parce que les gens sont jaloux, ils ne m'aiment pas, Alors qu'ils n'ont ils rien font les choses. rien à faire. En fait, les gens ne te connaissent Ils ne pas. te connaissent pas. Te connaissent pas. Je me rappelle une fois, on nous avait invités à la fête de l'indépendance à l'ambassade
à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis. Je rencontre le grand frère Guy Kalou. Et je discutais. Il ne me connaît pas. Donc, je discutais avec lui, je lui disais ce que je faisais. Il dit, mais, il y a longtemps que tu fais ça. Il dit, ah bon, mais moi je ne savais pas. Voilà. Mais ce que tu fais, c'est bien dans le cinéma, mais il faut que tu pousses et tout ça. Parce que nous, on ne connaît pas ce genre de choses. Donc, je me dis, et ça, c'est peut-être le conseil, et ça, je le dis toujours, parce que j'accompagne des créateurs de contenu également dans ce sens-là. Je leur dis toujours, c'est important de se déplacer d'agence en agence, d'entreprise en entreprise, pour leur demander leurs besoins. Parce que la création de contenu que tu fais, tel que c'est fait, ne répond pas forcément aux objectifs et à la ligne d'une entreprise qui recherche un créateur de contenu. Pourtant, on recherche un créateur de contenu dans ta niche. Donc, tu es dans la niche des finances, mais peut-être que tu es tout le temps en train de parler des arnaques. Or, on a peut-être besoin de toi pour parler en fait de l'épargne et tout ça. Donc, ça ne t'empêche pas d'ajouter l'épargne dans ta ligne éditoriale. Donc, c'est important d'aller les écouter. Et en allant les écouter, ils vont te dire, ah tiens, toi-même on te cherchait. Ça, les gens m'ont toujours dit ça. Bien sûr. C'est pas possible. Oui, justement. Mais toi-même, là, on te cherchait. Ton truc est là. Ton numéro est là. Mais on te voit, mais toi-même on te cherchait. En fait, ça veut dire que ils attendaient que tu viennes à eux. Et le truc, c'est que dans la conversation, ils vont te dire, par exemple, ah tiens, on a une campagne dans 6 mois où on recherche, par exemple, des gens comme toi. Mais si tu ne t'es pas déplacé, comment tu allais savoir qu'il y a une campagne qu'ils vont lancer dans 6 mois pour que toi, tu puisses te préparer pour faire une offre? Donc, moi, je me dis, ceux qui disent qu'ils ne mangent pas dans la création de contenu, que ce n'est pas rentable, en vrai, c'est parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. C'est totalement vrai. Parce que c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, mais le bouche-oreille est encore très puissant. Hein. C'est-à-dire, les gros contrats, ça se négocie hors d'Internet. Donc, quand tu vas au moins dans les événements tech, par exemple, moi qui suis de la tech, quand je vais dans les événements, c'est là maintenant que je commence à comprendre vraiment l'impact de mes réseaux. Parce qu'avant, je ne me déplaçais pas, en fait. Soit je suis ici, soit je vais à la maison. Mais la semaine dernière, je crois il y a 2 semaines, j'ai commencé à, tu vois, on a été ensemble à Canal. Et après, je suis allé aussi à Yango. Mais je rencontre des gens qui apprécient énormément ce que je fais, mais ne vont jamais venir m'écrire. Tout à fait. Tu vois, alors que s'il y a des marchés aussi, là, je peux avoir des partenariats avec eux, mon entreprise avec eux. Je peux les aider dans la création de contenu vidéo et tout. Je pense que les créateurs de contenu doivent baisser un peu leur ego. Il y a des gens qui n'ont pas 10 millions de vues, mais ils ont 10 millions chaque mois. Oui. Pour aller dans ton sens, je dirais que c'est important que le créateur de contenu se considère comme une entreprise. Justement. Et de ne pas juste se considérer comme une célébrité. Comme une star. Voilà. C'est pas Imra. Voilà, tu vois. Mais je dis, même Imra, même ce type de personnes de célébrités ont une équipe commerciale. Bien sûr. Ce n'est pas seulement le manager, en fait, qui fait le travail. Il y a une équipe commerciale. Il y a une équipe pour prospecter. Il y a une équipe pour aller travailler le résultat, le lobbying. Mais nous, en tant que créateurs de contenu, si on ne peut pas s'attacher les services d'une personne qui va faire ce travail-là, ben c'est à nous de faire le boulot. Il faut te déplacer, comme tu l'as dit, dans des événements. Il faut aller rencontrer des chefs d'entreprise, des responsables de communication. Et puis, signer de gros deals. Les gros deals, ce n'est pas sur les vidéos. Là, non. Puis après, le truc aussi, c'est qu'il faut avoir un modèle économique en tant que créateur de contenu. Ce que beaucoup n'ont pas. Tu fais des vidéos, tu as 1000 vues. Comme c'est que, je ne sais pas quel artiste disait, lui, c'est Didi B. Tu chantes, quand on fait classement, tu n'es pas dedans. Oui, c'est ça. Tu parles sur les réseaux sociaux, mais quand il s'agit de voir les revenus des créateurs de contenu, on ne te voit pas dans la liste. Tu vois? Donc, c'est important d'avoir un modèle économique. Tout comme une entreprise, de se dire que c'est quoi mon produit d'appel? C'est quoi le produit que je peux vendre qui va toucher un large public? Quel est mon produit B2B? Et puis, quel est mon produit, on va dire, peut-être de coaching spécialisé? Donc, du coup, tu as une cartographie de ton modèle économique. Et quand tu produis le contenu, tu es fier, tu es content. Et ça te motive. Donc, c'est important d'avoir quand même un produit d'appel en tant que créateur de contenu qui te permet de générer de l'argent tous les jours. Mais ça, il faut s'asseoir, il faut réfléchir avec des personnes comme toi et moi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr.
Et tu as parlé de classement d'argent. J'ai vu un post sur Facebook où on classait les social media managers les plus. Oh, ça, c'est un Si, qui si. s'est amusé à faire ça. J'ai vu des fortunes, hein. Mais en réalité, je pense que tu as totalement raison. Un créateur de contenu qui se respecte, qui se considère comme une entreprise, qui sait exactement comment est-ce qu'il peut gagner de l'argent. Parce que c'est vrai, il y a la création de contenu où tu peux faire du placement de produits, mais il y a aussi l'aspect où tu peux vendre toi-même tes services, hein. Voilà, tu crées du contenu pour vendre tes services, pour avoir des clients. Pour revenir encore à ce que tu entends de dire, Mm. même quand un créateur de contenu doit dealer avec une entreprise, il peut proposer des services. Bien sûr. Parce que dans une entreprise, ils ont besoin aussi de prestataires de centres, de créateurs de contenu. Donc, c'est un combo que tu fais, Mm. que tu proposes à l'entreprise, de dire que oui, je suis créateur de contenu, mais par derrière, il y a telle prestation Bien que sûr, bien je sûr. peux faire, qui est vraiment dans mes codes, qui ne va pas me prendre du temps. Mhm. Et c'est ce qui te permet aussi de signer De de gros gros deals. deals, en fait. Si, si. Peut-être que d'ici l'année prochaine, Chariot va nous faire le top 10 des créateurs de contenu les plus riches. On verra bien. Mais tu penses quoi aussi de ça, hein? Je pense qu'on arrive au sujet. Les créateurs de contenu ou bien les entrepreneurs digitaux qui divulguent un peu tout ce qu'ils gagnent grâce à Chariot, grâce aux produits digitaux, grâce à l'e-commerce. Est-ce que c'est vrai que les Américains, les Européens font ça, mais est-ce que les Africains ne sont pas en train de s'éloigner un peu, s'écarter un peu, s'éloigner un peu de leur mœurs? Moi, déjà, pour commencer, je remercie Chariot Ok. parce que je pense que on avait tous besoin d'une plateforme pareille Hmm. pour monétiser Mhm. nos talents. Parce que très souvent, moi, j'ai animé des formations où on devait orienter des gens, leur apprendre comment monétiser le talent. Mais tu expliques, mais à la fin, il y a un couac. C'est quelle est la plateforme sur laquelle l'Africain peut facilement monétiser des compétences ou gagner de l'argent. Et aujourd'hui, l'écosystème qu'ils ont mis en place avec les fonctionnalités et tout ça, tu en sais quelque chose. Je dis, permet facilement, je dis, même si quelqu'un n'est pas arrivé vraiment loin à l'école, de pouvoir vraiment gagner de l'argent. Mhm. Après, moi, je pense que chacun a sa stratégie. Je suis très loin, ou du moins, je suis de très loin la personne assez légitime pour critiquer l'approche commerciale de tout un chacun. Mais l'avenir nous dira si c'est la bonne stratégie de pouvoir exhiber comment on appelle ça, les revenus. Parce que d'un côté, c'est bon, parce que ça motive. D'un côté, ça motive parce que tu te dis, ah, mais si telle personne a réussi à le faire, bon, c'est que moi aussi, je peux le faire. D'un autre côté, c'est peut-être aussi mauvais parce que ça attire beaucoup trop de regards sur ce qu'on gagne. Et nous sommes en Afrique, en fait. Donc, d'un côté ou d'un autre, moi, je me dis, l'avenir nous dira, mais je suis très mal placé, en fait, pour juger des gens. Mais Ok. il y a certains facteurs, ces facteurs que je viens de citer, à prendre également en compte, en fait. Voilà. Ouais, tu as vraiment fait lettre modèle. Regarde la dissertation, thèse, antithèse. Non, ouais, mais c'est vrai, hein. Je pense que ça a aussi induit nos petits frères en erreur. Moi, c'est mon avis parce que tu peux montrer tes chiffres et tout le monde va penser que c'est facilement faisable. Alors que toi, c'est ta stratégie marketing, Tout à tu fait. vois, pour inciter les gens à venir. Mais en même temps aussi, je pense que il y a l'aspect où les gens se disent, toi-même, tu es formateur là. Tu gagnes combien? Tout à fait. Tu vas m'apprendre à faire 1 million. Là, c'est toi-même, tu gagnes un Tout à million. fait. Tu vois, ce genre de phrases-là, sur les réseaux, on a tellement entendu, ça fait mal. Ça fait mal. Tu vois, donc je pense que c'est de ce point de vue-là aussi, on peut dire que les gars, ils ont un peu raison d'exhiber tout ça, tout ça. Mais comme tu as dit, l'avenir nous dira. Mais en réalité, lorsqu'on parle aussi je vais revenir sur un aspect, lorsqu'on parle de compétences digitales, tout ça, quelles sont les questions, selon toi, qu'on doit se poser pour se dire, OK, je fais de la création de contenu, je veux vendre mes services en freelance, je fais de la création de contenu, je veux faire du placement de produits, ou bien je fais de la création de contenu, ou bien même je deviens développeur web. Comment est-ce que tu arrives à choisir ta voie avec tout ce qui se passe? Tu as l'impression qu'il y a l'argent partout, tu ne sais pas quoi faire. Comme je le disais en début d'émission, je dis, c'est important en fait de voir les capacités qu'on a. Hmm. Notre entourage, je dis, en fait, il faut d'abord se connaître soi-même. Ok.
tous les métiers ne nous correspondent pas dans le digital. Quand tu prends le métier de la relation client, c'est-à-dire ceux qui font le closing là, si tu es nerveux, tu peux pas gérer ça, tu vois, parce qu'il y a les gens qui vont t'énerver, te dire des choses. La création de contenu également, c'est pas forcément évident. Même vendre des produits digitaux, ça te demande d'avoir des aptitudes en tant que commercial. Donc, c'est déjà de savoir qui nous sommes d'abord, qu'est-ce que notre corps, parce que ça implique aussi une fatigue mentale, une fatigue physique, qu'est-ce que notre corps est capable de supporter. Et puis, je pense que c'est en fonction de ça qu'il faut faire son choix. Il ne faut pas forcément faire son choix parce que telle personne gagne X ou Y. C'est vraiment d'abord de faire d'abord ce qu'on aime. Quand on fait ce qu'on aime, c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui arrivent à générer beaucoup d'argent. Mais je pense que c'est d'abord grâce à ce qu'ils aiment. C'est une passion déjà pour eux, en fait, d'abord. Et après, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, après, c'est comment. Le plus gros souci aujourd'hui, même des personnes qui ont fait de grandes études, et c'est ce que beaucoup de jeunes sont en train de nous démontrer aujourd'hui avec tout ce qui se fait en termes de produits digitaux, c'est comment tu arrives à monétiser ce que tu sais. C'est la plus grosse question aujourd'hui. Tu peux acquérir une compétence, tu peux avoir de l'expérience. Maintenant, comment tu arrives réellement à la monétiser? Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est important de savoir quel est ton modèle économique toi-même. Si tu n'as pas réussi à trouver ou à travailler ce modèle économique-là, tu feras beaucoup de choses, mais tu auras l'impression que tu es mal payé ou que tu ne gagnes pas beaucoup de choses. En fait, voilà. Voilà. Donc, toi, à ton niveau aussi, dans ton parcours, tu as eu à faire d'autres choses. Tu as parlé d'infographie et tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses aussi que tu fais, ou tu es que c'était chargé de communication digitale, c'est ça? Oui, oui. Chargé de communication digitale, ou tu fais aussi d'autres choses en off? Alors, moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est simple. Je pense que j'ai essayé de diluer beaucoup de choses pour éviter de me disperser. Par exemple, mon média sportif, il est géré par mon associé. Donc, moi, ça me permet de pouvoir me concentrer sur le travail pour lequel je suis payé, puisque je suis salarié et en même temps entrepreneur depuis 10 ans. Donc, la plupart du temps, ce que je fais, dès que un des projets sur lesquels je travaille, ou même dès que au niveau d'un projet sur lequel j'ai monté, commence à prendre de l'ampleur, automatiquement, je crée une équipe autour. Donc, c'est la même chose qui s'est passé avec le média sportif. Dès que ça a commencé à prendre rapidement, on a mis une équipe en place. La social media room, c'est pareil. Automatiquement, j'ai mis une équipe en place. C'est vrai que ça, c'est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Même pour la création de contenu cinéma, c'est un peu pareil. Donc, j'essaye au fur et à mesure de créer des équipes autour de mes projets pour que moi, je puisse me concentrer sur le travail pour lequel je suis payé, en fait. Voilà. Ok. Wow. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la social media room? Comment est-ce qu'on intègre? Alors, la social media room, comment on intègre? Ben, aujourd'hui, c'est juste 5 000 francs. Vous contactez la social media room Ok. sur LinkedIn, sur Facebook. Et directement, il y a quelqu'un qui vous prend en charge pour toute la partie onboarding jusqu'à ce que vous puissiez intégrer toute la communauté. Maintenant, comment ça marche? Normalement, c'est un creuset de partage d'informations. Donc, ce n'est pas une agence. On n'est pas une école de formation parce que pour l'instant, j'estime que je ne suis pas encore prêt. Parce que si je dois commencer à former des personnes, il faut vraiment que je donne le meilleur. Je n'ai pas envie de faire des petites formations de 2-3 jours parce que c'est un métier que je suis en train d'apprendre aux gens. Ce n'est pas une seule compétence. Ce qui est différent de d'autres personnes. Donc, c'est beaucoup plus facile quand tu veux vendre une compétence. Mais là, c'est tout un métier. Et un métier, il faut créer l'écosystème. Raison pour laquelle, quand je vais, par exemple, à Cotonou pour animer la certification, les gens me disent, mais quand est-ce que tu le fais en Côte d'Ivoire? Mais c'est parce que, pour l'instant, les conditions ne sont pas encore bien remplies. Donc, raison pour laquelle, aujourd'hui, je passe par la social media room parce que elle est subdivisée en fait en 3 activités. Donc, la première activité, c'est que vous intégrez un réseau de personnes qui ont pratiqué le métier. On échange régulièrement dans le groupe WhatsApp. Et à chaque fois que quelqu'un a une problématique, au lieu d'aller sur Google, mais sur ChatGPT, il vient directement dans le groupe parce qu'il sait qu'il peut avoir des réponses qui sont assez structurées et qui se collent réellement à la réalité. On a nos apéros qu'on fait tous les 2 mois où on essaye de se rencontrer, de discuter et on invite également des personnes de l'écosystème de la communication digitale pour nous entretenir sur une thématique. Et puis, c'est un moment de déconnexion et puis de chill, en fait. Et la troisième activité qu'on fait, c'est tous les dimanches en 15. C'est un peu comme une mastermind
où toutes les personnes qui ont des réelles difficultés, des problématiques, que ce soit au niveau technique, au niveau des soft skills, au niveau de la carrière, ils mettent le problème sur la table et moi, je les oriente avec des stratégies. Wow. D'ici l'année prochaine, on va amorcer des rencontres B2B pour permettre aux décideurs de comprendre comment le métier fonctionne, de leur expliquer en fait les défis sur les nouveaux enjeux, les nouvelles techniques, et ça permettrait également à mes cadets d'être au contact des décideurs pour aller eux-mêmes à la source de l'information. Voilà. Wow, c'est vraiment une initiative à saluer. Je pense que je vais intégrer dès la fin de ce podcast-là. On arrive pratiquement à la fin, hein. On est sur les dernières questions. Là, moi, je veux te demander quel a été ton plus gros challenge de ces 10 dernières années-là et quel a été aussi ton plus gros succès, ta plus grosse récompense ou peut-être le plus gros projet sur lequel tu as eu à travailler. En tout cas, raconte-nous une anecdote qui va peut-être motiver l'audience. Je pense que personnellement, mon plus grand challenge, moi personnellement, c'était d'arriver à un certain niveau. Voilà, je pense que ça fait quand même, on va dire, je t'ai dit depuis quand j'ai commencé, ça fait quand même plus de 10 ans. Donc, c'était d'arriver en fait à un positionnement de ma carrière où je me dis, waouh, je pense que là, j'ai quand même fait un bon bonhomme de chemin. Je suis passé par, comme je t'ai dit tout à l'heure, par Sixième Sens, par Weblogy, Abidjan.net, Canal+, Côte d'Ivoire, BNP Paribas. Et tu vois, donc là, en ce moment, je dois piloter également le pôle stratégie, marketing pour une agence de communication digitale et solutions. Donc, c'était déjà moi-même mon plus grand challenge de montrer que dans ce métier-là, il faut travailler avec de la méthodologie pour arriver au sommet. Ça me permettait de montrer à des cadets qu'il ne faut pas se presser en fait. L'autre plus gros challenge, je pense que c'est au niveau de la social media room. Parce que l'écosystème, pour ma part, n'était pas éduqué. Il fallait éduquer les gens pour leur faire comprendre que le community manager, ce n'est pas le simple gars qui vient publier des posts et puis partir en fait. Donc ça, c'était un gros combat pour amener également d'autres personnes à partager le même message, éduquer. Et je pense que ça commence à venir. C'est vrai que ce n'était pas forcément évident. Et comme je t'ai dit, ça se voit parce que déjà dans le recrutement, le niveau d'exigence a augmenté. Les gens sont beaucoup plus exigeants. Dans les salaires, ça se ressent de plus en plus, même si souvent certaines personnes viennent se plaindre. Je dis que le salaire, là, ça dépend de chaque entreprise, en fait. Voilà. Donc, un de mes plus gros succès, je pense que dans chaque entreprise dans laquelle je suis passé, je suis caché derrière des buzz, mais bon, on ne peut pas tout dire. Wow. Ouais. Mais comment tu penses qu'on doit mesurer l'impact d'un social media manager? Est-ce que c'est les likes sur les posts? Est-ce que c'est les leads générés? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Déjà, l'évaluation de l'impact d'un social media manager, d'un chargé de communication digitale, est fonction de l'objectif pour lequel on l'a recruté. Ok. Parce que tu te rends compte que quelqu'un qui travaille dans une chaîne de télévision n'est pas évalué de la même manière que quelqu'un qui travaille pour une entreprise de e-commerce ou pour un média ou pour une société de logistique ou pour une organisation, une fondation. Okay. Donc, en fonction de l'objectif pour lequel il a été recruté, c'est sur cette base-là qu'on va l'évaluer. Mais on parle toujours des 4 objectifs que je t'ai donnés. Okay. Donc, pour chaque objectif, il y a des indicateurs de performance. Comment tu as réussi avec les réseaux sociaux et des supports digitaux à augmenter la notoriété de notre entreprise? Des indicateurs de performance sur lesquels on va s'appuyer pour savoir. Est-ce que tu as réellement réussi à augmenter notre présence dans les recherches des gens? On va le savoir, puisqu'on va demander à toutes les personnes qui viennent acheter là, comment elles ont réussi à nous connaître. Est-ce que tu as réussi à nous aider dans le cadre de la fidélisation? Est-ce que tu as réussi à nous aider dans le cadre de la conversion? Donc, sur cette base-là, c'est beaucoup plus facile en fait d'évaluer. Toutefois, beaucoup de décideurs n'arrivent pas à évaluer le travail des community managers. Raison pour laquelle souvent, j'incrimine mes cadets en leur disant, quand vous arrivez dans une entreprise, c'est important vous-même de baliser les choses en disant, OK, sur la base de la fiche de poste pour laquelle je suis, voici les indicateurs de performance sur lesquels
je dois être évalué. S'il y a d'autres objectifs, autant me le dire dès maintenant, pour que moi également, dans l'orientation et dans l'implémentation, je puisse en tenir compte pour que demain, quand on me demande des comptes, je puisse mieux me justifier. Wow, wow, wow. Je sais que tes cadets sont contents d'être avec toi, hein, parce que si c'est des conseils comme ça qu'ils ont chaque jour, ça signifie que tu es en train de former vraiment une armée de social media managers. Je pense que la dernière question, c'est de dire aussi ton avis, de faire un commentaire sur cette vague de créateurs de contenu que tu découvres, dont j'en fais partie aussi. C'est vrai que je crée du contenu depuis 2018 sur LinkedIn, 2018-2019, mais je pense que c'est récemment qu'on m'a beaucoup plus connu grâce à TikTok. Donc, quel est ton regard sur cette nouvelle génération de créateurs de contenu, d'entrepreneurs digitaux? Moi, je suis très content parce qu'aujourd'hui, premièrement, aujourd'hui, on a une vague de créateurs de contenu très homogène. Avant, on avait beaucoup plus de créateurs de contenu qui étaient dans du divertissement et dans l'humour. Ouais. Ces 5 dernières années, on va dire, depuis le Covid et la présence de TikTok, on a beaucoup plus de créateurs de contenu de niche. Et TikTok, aujourd'hui, a donné la possibilité à des professionnels de prendre la parole. Ce qu'on ne voyait pas avant. Avant, quelqu'un pouvait se lever tout de suite pour venir dire que oui, ne prenez pas le paracétamol, ou quelqu'un va venir dire que non, n'utilisez pas telle technologie, et les professionnels étaient dans leur coin et ne parlaient pas. Et je pense que, personnellement, c'est parti surtout du Covid. Parce que dans le Covid, on a vu beaucoup de médecins commencer à prendre la parole pour commencer à sensibiliser sur X ou sur Y. Et je pense que ça a donné le ton, parce que tu as commencé à avoir beaucoup de psychologues, beaucoup de technocrates comme toi. En tout cas, vraiment, on commence à avoir maintenant beaucoup de spécialistes qui ont de l'expérience surtout dans le domaine, et même des étudiants qui ont commencé à étudier dans des filières, commencer à se spécialiser. Donc, moi, je suis très content parce que c'est de ça qu'on avait besoin, des créateurs de contenu de niche. Sauf que ces créateurs de niche-là, souvent, ils ne savent pas comment monétiser. Et au bout d'un moment, ils se découragent parce qu'ils commencent à voir en fait que il n'y a pas de... Ça paye pas facilement. Ça paye pas facilement parce que c'est pas du tout facile. Moi, il y a beaucoup de personnes qui se demandent toujours, mais toi, on te voit faire les trucs de Netflix dans le cinéma. Qu'est-ce que tu gagnes de Netflix te paye, mais tu vois? Donc, après, comme je te dis, chacun a sa stratégie. Et c'est important de savoir, de connaître comment rentabiliser. Sinon, moi, pour l'instant, je suis assez content. C'est vrai que tous les créateurs de contenu, comme les gens le disent, ne publient pas du contenu qui est assez satisfaisant. Mais après, moi, je dis, les algorithmes, on les dresse. On regarde en fonction de ce qu'on a l'habitude de regarder. Et je pense que c'est à nous aussi. On a aussi ce devoir-là pour l'avenir, pour nos enfants. Hein. Plus on va créer, on est vraiment aujourd'hui dans une guerre du bon contenu et du mauvais contenu qui abrutit. Est-ce qu'on arrive sur les plateformes, on trouve suffisamment de contenu de personnes comme nous? C'est aussi ça. Voilà. Parce que on n'a pas forcément le bon modèle, on attend forcément des accompagnements. Mais je pense que les choses commencent à venir parce que naturellement aujourd'hui, tu vois beaucoup de personnes, des spécialistes, et quand tu veux apprendre quelque chose, tu en trouves en fait. Ouais. Dernière question avant que tu donnes ton mot de fin. Facebook ou TikTok? Selon toi, quel est le réseau social qui a eu le plus d'impact sur la vie des Ivoiriens? Du commerce ou bien, je sais pas. Je pense qu'il ne faut pas oublier ce que Facebook a apporté dans la vie de tout le monde. C'est pas faux. Facebook, c'est la base. Hein, c'est la base. Tu vois, il ne faut pas oublier ce que Facebook a apporté dans la vie des e-commerçants ici en Côte d'Ivoire. Mais TikTok aussi a apporté beaucoup, surtout en termes de viralité et de partage des chances. Parce que tu peux quitter de n'importe où, même si personne ne te connaît, ça peut être viral. Mais le challenge aujourd'hui pour moi, c'est de savoir trouver le bon équilibre entre les deux. Comme le vieux père Vincent Cadio le dit, en tant que vendeur, en tant que créateur de contenu, notre but, c'est d'avoir le plus de prospects possible. Et les prospects, on ne peut pas les avoir seulement que sur une seule plateforme. Donc, c'est de trouver le bon équilibre pour être présent plus ou moins sur les deux. Mais il faut avoir son réseau social de prédilection. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que là où tu es un bâtard, en fait. C'est ton chat. C'est-à-dire, quand quelqu'un t'identifie dans lui, là seulement, là-bas, là, il est un bâtard, tu vois. Et tu penses que tu as des Didbou qui est partout et qui se gère, qui se maintient. Tu penses qu'il y a des créateurs de contenu qui arrivent à gérer tous les réseaux sociaux, ils sont vraiment partout.
prenons le cas de la grande Edith Bro. Son positionnement a changé par rapport à quand il y a 10 ans. Aujourd'hui, Ok. elle se positionne comme femme de médias. Ok. Tu vois, je dis, pour moi qui est spécialisé dans tout ce qui est euh, le contenu que je ne peux pas forcément trouver à la télé, tu le trouves sur les pages de la grande sœur Edith Bro. Le contenu que tu ne peux pas avoir accès sur des médias, tu peux l'avoir parce qu'elle est au parfum en fait de toutes les grandes actualités. Et là, elle est beaucoup plus tendance aujourd'hui sur tout ce qui est nouvelles technologies et tout ça. Donc voilà. Mais après, j'aurais dit, pour un créateur de contenu qui est un peu partout, au début, tu es obligé de tout gérer seul. Maintenant, après, c'est à toi de trouver le bon modèle économique pour trouver de l'argent, pour recruter des personnes, pour t'aider en fait. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Voilà. Maintenant, tu as parlé de TikTok qui peut rendre un contenu viral aujourd'hui. Mais après, en fait, moi, par exemple, quand j'ai commencé sur TikTok, je cherchais cette vidéo qui allait pull-up. On la cherche tous. Mais quand la vidéo a pull-up, Hein? je me suis dit, j'avais peur de poster le lendemain. Je me dis, ça là, c'est beaucoup de pression maintenant. Et si je poste que ça fait 1000 vues. Parce que TikTok est bizarre. TikTok est bizarre. En fait, il y a une chose. Tu vas publier une vidéo, les gens vont te voir. Mais il faut faire au moins 50 vidéos de ce type-là pour rester présent dans la vie, genre dans la tête des gens. C'est carrément, carrément difficile. Donc, comment toi, tu peux conseiller quelqu'un de pouvoir gérer ces réseaux après une viralité? Faut déjà en fait se mettre dans la tête que sur les réseaux sociaux, c'est un ascenseur émotionnel. Ouais. Aujourd'hui, ça peut marcher. Mhm. Demain, ça peut ne pas marcher. Ouais. Mais une chose est sûre et qui ne trompe pas. Peut-être beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi. Mhm. On arrive toujours à trouver une explication à une viralité. Ok. Peu importe le type de contenu. Mhm. Les facteurs de cette viralité-là peuvent ne pas s'expliquer de la même manière d'un compte à un autre. Mhm. Mais connaissant ton public, connaissant ton audience, en analysant tes chiffres, tu peux plus ou moins, comme ce qu'on disait en off, tu peux plus ou moins comprendre pourquoi les choses marchent ici et pourquoi ça ne marche pas. Donc, je pense que la première année pour moi, sur les réseaux sociaux, mais les 6 premiers mois, il faut déjà se dire, je fais des choses, je teste. Mais il faut qu'à partir de la deuxième année, je ne puisse plus publier bêtement. Ouais. Moi, par exemple, aujourd'hui, je sais que les dimanches, c'est pas les jours où je dois publier, quoi. En fait, quand moi-même je publie, je fais exprès. Je sais qu'après 11h jusqu'à 17h, si je publie, c'est parce que moi-même j'ai envie de voir mon flop, en fait. Quand c'est les dimanches ou n'importe quel jour? Non, les dimanches. Okay. Les dimanches, c'est... dimanches de 11h à... Oui, les dimanches de 11h jusqu'à 18h, c'est le créneau où pour moi, c'est même pas la peine de publier. Tu vois, parce que les dimanches peut être pour quelqu'un d'autre quelque chose d'assez intéressant. Donc, il faut déjà se dire que ça peut marcher un jour ou ça peut pas marcher. Mais personnellement, je me dis, la première année ou les 2 premières années, il faut tester et il faut toujours analyser. Il y a toujours une compréhension. Ouais, toujours. Parce que ce sont des hommes comme nous, en fait. Voilà. Et puis, deuxième chose, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, si on ne discipline pas, en fait, son audience, elle peut nous échapper. Donc, quand je parle de discipliner, c'est la manière de se comporter des gens et la valeur que les gens nous accordent. Si vous ne disciplinez pas votre audience avec le type de contenu que vous envoyez, avec la manière de vous comporter, parce que le comportement d'un créateur de contenu, c'est devant la caméra et puis en dehors aussi de la caméra. Voilà. Et puis, dernier mot, en tant que créateur de contenu, c'est important d'avoir son modèle économique et de créer son écosystème. Ouais. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est le plaisir, mais c'est aussi pour payer les factures. C'est ça. C'est toujours intéressant quand tu arrives à payer tes factures avec ta passion. Oui, non, mais tu es tranquille en fait. Tu es tranquille, tu es tranquille. En tout cas, vraiment, merci. Merci pour cette masterclass. J'ai vraiment hâte de publier cet épisode-là. Parce que vraiment, ça a été une très belle émission. Merci encore d'être venu. Merci à toi surtout. On se dit à la prochaine.